Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 novembre 2021 et les marchés montent à l'unisson. Les indices montent, les cryptos montent, les résultats d'entreprises montent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il est l'heure de faire le point avant la Fed de ce mercredi. Rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Vos rendez-vous de la semaine, tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin. Cette semaine, il est en vacances, mais c'est Jordan Duffy qui se colle à l'exercice. Tous les jours, Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché, le top flop macroéconomique pour expliquer l'environnement dans lequel nous sommes actuellement, et ensuite la partie analyse graphique avec les indices matières premières Bitcoin, et ensuite vos actions préférées. Avec un focus cette semaine sur de nombreux dossiers aux États-Unis. On commence avec le focus marché. Quel est le cadre actuel de cette semaine ? Eh bien, nous sommes attentistes, en attente de l'ajustement de la politique de la Fed. Rendez-vous donc mercredi soir à 20h. Le sentiment de marché actuel, FOMO et TINA. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer le mouvement. Et c'est ce qui fait que certains opérateurs rentrent dans le marché, contraints, forcés. Voyant que les cours montent, ils se disent « il faut y aller maintenant, si je n'y vais pas, je vais manquer le train ». Et puis il y a aussi TINA, « There is no alternative ». Aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas, le marché obligataire n'offre pas de rémunération importante et donc les opérateurs sont forcés d'aller chercher du risque et d'aller sur le marché action. Malgré tout, malgré ces effets bien particuliers, nous sommes dans de la complaisance. Il n'y a pas encore d'euphorie. Quand on regarde l'indicateur CNN Money, peur et avidité, Fear and Greed Index, eh bien on peut constater qu'il approche des 80 points mais qu'il ne les a pas dépassés. Donc nous sommes dans de la confiance, dans de la complaisance. On ne peut pas parler de marché suracheté ou d'euphorie encore au cours actuel. Concernant Evergrande et l'immobilier chinois, concrètement, les médias ont mis ce sujet sous le tapis. On n'en parle plus, donc ce n'est plus un problème. Concernant la Fed de mercredi, cette dernière va devoir prendre des mesures pour museler l'inflation, ce qui passe nécessairement par une réduction des liquidités en circulation. Jérôme Powell, le président de la Fed, doit doucement acter ce changement de politique et préciser comment la Réserve fédérale va aménager son tapering. Le tapering étant un ralentissement progressif des achats mensuels jusqu'à fin du soutien de la Banque centrale au marché. Tant que la Fed reste dans un discours très progressif, qu'elle l'accompagne comme elle l'a fait ces derniers mois, eh bien vous pouvez constater que même si on va vers un tapering, même si on va vers des hausses de taux, les indices boursiers continuent de grimper. Donc ce qui compte, c'est vraiment le ton employé par la Fed, la vitesse à laquelle elle souhaite faire évoluer son programme en cours. Ce qui est important, en plus du tapering, eh bien, ce sont les hausses de taux anticipées par le marché. La probabilité d'une hausse de taux en juin 2022 a augmenté à près de 60% contre environ 16% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch du CME Group, les fameux Fed Funds. Et donc, la difficulté ici pour Jérôme Powell, ça va être d'annoncer un tapering progressif, un soutien intangible pour le moment sur les marchés,
et d'évoquer éventuellement des hausses de taux ou une hausse de taux l'année prochaine. À la base, la Fed ne souhaitait programmer qu'une seule hausse de taux l'année prochaine, mais les anticipations du marché changent, l'inflation est très forte et donc on s'attend désormais à un resserrement monétaire plus rapide que précédemment. Après la microéconomie qui a tiré les indices vers le haut grâce à un troisième trimestre que nous pouvons pour le moment qualifier de bon cru, les résultats d'entreprises ayant été très bons. Aux États-Unis, c'est 38% de hausse des bénéfices des entreprises. Il y a plus de 85% des entreprises du S&P 500 qui ont publié pour le moment qui ont fait mieux que prévu. Donc on a eu un soutien intangible depuis 2 semaines avec ces publications de résultats qui rassurent les opérateurs. Et maintenant, les opérateurs peuvent se tourner vers la macroéconomie. En effet, comme je vous l'ai expliqué pendant tout l'été, au premier semestre, nous avons eu des résultats qui étaient absolument magnifiques, des croissances, des PMI qui étaient absolument historiques dans toutes les zones économiques parce que c'était l'effet rebond, l'effet reprise post-Covid. Et ces chiffres devaient se normaliser. Ils sont en train de se normaliser en Europe, en Chine, aux États-Unis, mais ils restent solides. Voilà. Après, je lis de plus en plus de rapports de banques américaines qui disent que le ralentissement macroéconomique va s'intensifier au 4e trimestre. Donc, en l'état, pour le moment, il y a de la confiance, il y a des flux, les banques centrales en soutien, des résultats d'entreprises qui sont bons et une macro qui est correcte. Il faut voir comment mercredi soir le marché digère les propos de Jérôme Powell et il faudra voir si dans les semaines à venir les chiffres macroéconomiques restent solides, auquel cas la fin d'année pourrait être positive et suivre la saisonnalité historique des marchés en fin d'année avec un mois de novembre qui est, rappelons-le, un des meilleurs mois de l'année en moyenne sur 50 ans. Concernant le pétrole, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un repli éventuel vers les 80 $. On est passé de 85 à 80,5, donc on a bien eu le repli vers les 80 $. On est de nouveau de retour sur les plus hauts. J'ai du mal à acheter sur 85 $, c'est pour ça que j'avais parlé justement de ce repli pour ceux qui voulaient éventuellement rentrer sur repli. Concernant les métaux précieux, je préfère évincer la question, ils ne bougent plus, l'or et l'argent sont complètement attentistes, on devrait avoir des décalages de prix avec bien évidemment la Fed mercredi soir. Quant aux crypto-monnaies, on notera un nouveau record historique sur l'Ethereum, on notera que la capitalisation mondiale des crypto-monnaies est à son plus haut historique et que le Bitcoin n'est pas très loin de ses records, actuellement à 63 000 $ et toujours très soutenu. Donc voilà pour le cadre global dans lequel nous évoluons. Et depuis 2-3 semaines, comme je l'ai progressivement dépeint, nous sommes dans des marchés qui ont repris de la confiance, qui sont positifs, qui sont soutenus. Les banques centrales sont là, les liquidités sont là, il n'y a pas de mauvaise surprise à court terme. Quant aux problématiques comme l'immobilier chinois, on les a mises sous le tapis, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. On va passer au top flop pour dépeindre cette année, encore une fois exceptionnelle. En 2021, on est à pratiquement 60 records historiques, donc on est pratiquement sur un record de records historiques. Il faut revenir en 1995 pour voir 77 records du S&P 500 en une année. Voilà, donc on est dans une année totalement exceptionnelle avec un nombre de records très élevé. On est dans de l'historique en 2021 post-crise. Comme je l'ai publié sur Twitter, nous sortons actuellement des 6 pires mois de l'année en moyenne. En fait, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est souvent une période de latéralisation avec parfois de la hausse puis de la baisse, parfois de la baisse puis de la hausse. Mais au final, en gros, on est sur 6 mois où ça ne bouge pas. Où ça ne bouge pas du tout. Et par contre, novembre et décembre sont parmi les 2 meilleurs mois de l'année. Donc on sort d'une périodicité très molle et on rentre dans une périodicité très porteuse. Après, ce dont il faut se rendre compte, c'est que les marchés ont un peu anticipé. C'est-à-dire, voyant il y a 2 semaines qu'on tenait les supports et que ça repartait, les opérateurs se sont dit
Ça y est, la consolidation de septembre-octobre est terminée, on est reparti à la hausse, on rentre dans la meilleure période de l'année, boum, on achète tous. Et du coup, quand on regarde les moyennes historiques de hausse sur novembre-décembre, on se rend compte que la moitié du chemin a déjà été parcouru. Tout ça pour vous dire que oui, on est dans une périodicité porteuse, oui, en théorie, la fin d'année, ça se passe plutôt bien, sauf caillou dans la chaussure inconnu pour le moment, mais on peut très bien consolider un petit peu sous des résistances pour les passer par la suite. Enfin, je veux dire qu'on peut continuer de grimper en dents de scie. Voilà. Je vous dis ça parce qu'il y a la fête demain soir et que si demain soir les indices tous et repèrent de 2%, que le CAC 40 échoue sous ses 6920 points, son record historique, on peut très bien consolider de 1, 2, 3% avant éventuellement de reprendre notre marche haussière. Voilà. Donc je vous ai dépeint en première partie d'émission effectivement un cadre très positif. Mais gardez bien en tête que mercredi soir est une date d'importance. Pourquoi est-ce qu'en 2021 on a explosé les scores? Parce qu'on n'a jamais vu autant de milliards rentrer dans les marchés. Les banques centrales ont injecté dans les marchés, les États ont injecté dans les économies et les investisseurs sont rentrés tout feu tout flamme dans les marchés, investisseurs institutionnels, investisseurs particuliers. Et on se retrouve avec des flux comme on n'en a jamais eu sur le marché actions, ce qui explique justement cette hausse historique. À droite, vous voyez un graphique du Russell 2000. Le Russell 2000 étant l'indice des small caps aux États-Unis. Cet indice a atteint une sorte de plafond début 2021, dès le premier trimestre. Il vient de faire 3 trimestres de consolidation horizontale et il est en train de tenter de s'extraire par le haut. Constatant cette possibilité, cela éveille chez moi un questionnement. Nous avons eu un très beau parcours des valeurs, des big caps, des grosses capitalisations ces derniers trimestres. Nous avons eu des beaux regains d'intérêt sur de nombreuses valeurs moyennes. Les small caps sont quand même assez délaissés depuis quelques mois. Mais la fin d'année peut être une périodicité positive pour ces dernières, notamment au mois de décembre avec le window dressing. Donc, la fin d'année, si porteuse, pourrait permettre du stock picking et du trading, notamment sur les small caps. L'inflation est au plus haut. L'inflation en Europe est au plus haut depuis 20-25 ans. Tout le monde en parle. L'inflation est très élevée, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine. Les prix à la production, les prix à la consommation, tout augmente. Ici en Allemagne, vous avez le CPI, le Consumer Price Index, donc c'est les prix payés par les particuliers qui augmentent dans toutes les régions. Donc les opérateurs ont peur de cette inflation et qu'elle continue d'être forte. Mais le plan, la réflexion des banques centrales, c'est de dire que les soucis d'approvisionnement vont se calmer, les spéculations sur les matières premières vont se calmer, il va y avoir une normalisation de la macroéconomie et on devrait revenir vers des normales. Alors non pas dans 3 mois, mais plutôt dans 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et donc avoir une inflation qui a été très forte, historique, mais qui restera temporaire. Alors après, temporaire en théorie, ça devait être 3 à 6 mois, maintenant c'est plutôt 18 à 24 mois. Mais vous savez, ça c'est le jeu des banques centrales, d'utiliser un terme, d'espérer quelque chose et après de nous en parler pendant 2 ans. L'espoir des banques centrales, donc, c'est que ça se calme sur les prix des matières premières, le fret, etc. Et ce qu'on peut constater depuis 2-3 semaines, un mois même, c'est qu'on a fait des points hauts sur certaines matières premières. Les cours du charbon qui s'étaient envolés en Chine en septembre, octobre se sont calmés, ont reperdu 50%. Reste aussi à long terme, certes, mais quand même, ça s'est clairement calmé. Sur le gaz naturel, ici en Hollande, vous voyez aussi qu'on s'est enflammé, que ça a fait peur à tout le monde et que depuis que Poutine a annoncé qu'il travaillait avec l'Europe sur les flux de gaz, etc., pour contrôler le marché, la spéculation haussière s'est contenue, s'est calmée et on a des prix du gaz qui redescendent. Donc il y a un espoir qu'on ait eu des spéculations sur les matières premières, sur le fret, sur l'énergie et que tout cela se normalise, se calme. En tous les cas, espérons-le pour les banquiers centraux.
et pour nous les particuliers. Qui dit hausse de l'inflation, hausse de l'énergie, dit que notre pouvoir d'achat ne fait que baisser. Alors ici, c'était juste une petite parenthèse sur les fonds ESG. Vous savez, les fameux fonds qui ont des politiques d'investissement durables, positifs, responsables. Ça me fait bien sourire parce que ces fonds en fait ont des flux qui se cumulent et qui ne font qu'augmenter ces derniers trimestres. Sauf que quand on regarde dans ces fameux fonds long terme, responsables, équitables, durables, tout ce que vous voulez, on retrouve quoi? On retrouve les FANG, les GAFA, les grosses sociétés aux États-Unis qui sont dans l'Internet. Alors, il faudra m'expliquer en quoi c'est socialement responsable, positif pour l'avenir et environnemental friendly. Hein. Normalement, ESG, c'est environnementaux, sociaux et de gouvernance. Voilà. J'ai du mal à saisir en quoi les GAFA sont des boîtes qui sont friendly avec l'environnement et la société quand on voit que Amazon sous-paye ses employés à travers la planète et les remplace par des machines. Bref, voilà, tout ça pour dire que ça c'est du bon vieux greenwashing, encore un truc qui a été créé par la finance pour vendre des produits pour que les gens aient une bonne conscience quand ils se placent à l'achat, mais c'est du bon brainwashing. Sinon, concernant les flux sur les cryptos, on a toujours des flux très importants. Ici à gauche, c'est un graphique de CoinShare qui montre qu'on a des flux exceptionnels qui rentrent sur le marché. Ici, plus globalement, c'est un graphique très très intéressant. Il vous montre ce que la capitalisation boursière des cryptos représente par rapport aux actions et aux obligations dans le monde entier. Et on constate quoi? On constate qu'en 3 ans, le poids des cryptos est passé de 0,01 à 0,10, à 0,30, à 0,50, à 1% du total des actions et des obligations en circulation. Donc on a la naissance d'une nouvelle classe d'actifs au sein de la planète finance. Donc ces cryptos qui ont pris leur essor fin 2020, 2021, post-Covid, avec des liquidités importantes, pour de multiples raisons, pour de la spéculation, pour sortir du système, pour ne pas subir l'inflation, pour pimenter les portefeuilles. Nombreuses sont les raisons qui ont poussé des investisseurs vers cette catégorie d'actifs dans une optique de diversification. Enfin, dernier graphique, un graphique ici à gauche, alors désolé il n'est pas très lisible, c'est un graphique de chez Fidelity qui montre le S&P 500 et la croissance des résultats. On voit que parfois quand on passe d'une contraction des résultats à une croissance des résultats très rapide, on peut avoir ensuite une période de latéralisation haussière sur le marché, donc de moindre dynamique des prix. Là, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on est passé d'une contraction des résultats à une explosion des résultats avec une croissance de près de 40%, soit une des plus fortes des 70 dernières années, rien que ça. Donc, on a eu une croissance exceptionnelle, une hausse des marchés exceptionnelle. Si maintenant cette croissance des résultats se normalise, et elle va se normaliser, on pourrait avoir des périodes un peu plus neutres sur les marchés. Un peu plus complexe, un peu moins directionnel. D'autant plus si les banques centrales arrêtent d'injecter comme des folles. D'où mon dernier graphique. Voici la probabilité de 3 hausses de taux en 2022 selon les Fed Funds. Donc le marché croit très fortement que la Fed va monter ses taux potentiellement 2 voire 3 fois l'année prochaine. Ça voudrait dire que la Fed va faire son tapering, arrêter ses rachats d'actifs, arrêter de soutenir le marché, et qu'en plus, elle va monter les taux vite et fort, eh ben ça promet en 2022. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission pour voir ce qui s'est passé, quelles sont les thématiques du moment, quels sont les rendez-vous à venir, un petit point sur micro, macro, géopolitique. J'espère que voilà, cette première partie vous plaît en 20 minutes. On va passer à la pause café avant de regarder vos valeurs. Du trend following en Europe, des breakouts à surveiller, des GLB faites
ou qui pourraient venir. Et ensuite, exceptionnellement, un focus sur les USA avec des valeurs intéressantes et des valeurs de super following. Qu'est-ce que le super following? C'est du trend following à l'américaine, ça veut dire des actions qui sont très très rapides. Et je vous inviterai sur ces fameuses actions, qui sont d'ailleurs très appréciées par certains investisseurs sur Twitter que je salue. Ces actions sont parfois des dossiers soit avec des notations zone bourse extrêmement bonnes, des publications extrêmement bonnes et une croissance folle, soit ce sont des dossiers qui travaillent sur l'avenir. Je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, la nanotechnologie, les voyages dans l'espace, les ordinateurs quantiques, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à des choses un peu intangibles, mais qui sont l'avenir des 5-10 prochaines années. Allez, je vous mets un peu de musique, c'est l'heure du café. Ah, Samuel Barber, c'est magnifique. Allez, on reprend notre émission, c'est Samuel Barber, Adagio for Strings. On commence par les indices. Le CAC 40 est haussier à long terme tant qu'il est dans son magnifique canal haussier démarré post-Covid. Ok, long terme, haussier. À moyen terme, le CAC 40 est également haussier au-dessus de sa MM50 sur ses plus hauts annuels. À court terme, le CAC 40 est également haussier après avoir réussi à casser la zone des 6780-6800 et se retrouve sous son record annuel. Son record annuel est à 6910 et son record historique autour de 6920-25. Donc en gros, le CAC 40 est en train de travailler son record de l'an 2000. Par contre, je vous rappelle, je lisais des journalistes qui disaient « Le CAC 40 est en hausse, il retrouve ses records de l'an 2000, nanani, nanana ». Ce serait bien que les médias se forment un petit peu quand même. Le CAC 40 était en l'an 2000, le CAC 40 gross return, donc dividende réinvesti, était à 9700 points en l'an 2000, il était à 10 000 points en 2008 et il est actuellement à 19 000 points. Donc même Jean-Michel qui a acheté au plus haut en l'an 2000 ou en l'an 2008, au plus haut avant la crise, eh bien Jean-Michel gagne aujourd'hui 100%. Voilà. Donc le CAC 40, tout comme les autres indices de la planète, est un indice qui est haussier. Après voilà, le CAC 40 normal, il est pile poil sous les plus hauts
de l'an 2000, mais il est dans un canal haussier, donc on a bon espoir que la hausse se fasse. Le questionnement cette semaine, c'est est-ce que Jérôme Powell arrive à adopter un langage, une dialectique suffisante pour permettre aux indices de casser les résistances et d'aller un cran plus haut, ou est-ce que Jérôme Powell annonce un tapering, plus des hausses de taux à venir, ce qui glace un petit peu les opérateurs à court terme et nous ferait retomber le CAC 40 vers les 6800 voire 6750 points. C'est une possibilité. Sur les meilleurs dossiers, si ça monte, c'est génial. Si ça baisse, ça donnera des portes d'entrée à ceux qui veulent renforcer ou ceux qui ne sont pas rentrés. Voilà. Et même si le CAC 40 baisse de 6009 à 6750 avant de repartir, c'est une consolidation légitime à l'intérieur d'un mouvement haussier. En gros, tant que le CAC, pour cette fin d'année, est au-dessus des 6600, 6650, c'est un marché haussier et soutenu de moyen terme qui sera donc un terrain de jeu intéressant pour faire du stock picking. Ensuite, on regarde le pétrole. Le pétrole, j'ai pas bougé le graphique. On était la semaine dernière à 84,60 au plus haut. Je vous avais mis des flèches pour dire retour possible vers 80 $. On l'a fait, on est de retour sur les plus hauts, mais je me dis qu'on peut encore le refaire parce qu'on peut en fait rester peut-être dans un range un certain temps pour digérer la hausse récente. Sur les métaux, il se passe rien. L'argent a buté la semaine dernière sous résistance, on en avait parlé. L'or n'a même pas atteint la sienne à 1830, 1835. Tant qu'on est sous ces grosses obliques de moyen terme, c'est neutre, dirons-nous, sur l'année qui vient de passer. Il n'y a pas grand-chose à faire, à dire sur les métaux pour le moment. Concernant les cryptos, on notera donc... Je vais y arriver. On notera que l'Ethereum est en train d'essayer de casser, enfin il est en train d'inscrire un nouveau record historique et est en train d'essayer de casser ses plus hauts de mai 2021 qui correspondent aussi aux plus hauts récents là, du 21 octobre. Quant au Bitcoin, lui, il travaille la zone. Voilà. On a échoué à accélérer au dépassement des 65 000, on a fait 67 000, on a reperdu 15% et on stabilise. Donc... moi, je ne fais pas du tout de trading sur les crypto-monnaies. Je ne préconise que le DCA, le Dollar Cost Average. Donc, j'ai envie de vous dire que si le Bitcoin latéralise un certain temps, ça permettra d'en acheter dans la latéralisation. Et si le Bitcoin part à la hausse et casse les plus hauts, celui qui fait du DCA depuis un an est très content parce qu'il verra son portefeuille sur des records historiques. Si vous voulez vous amuser à trader des shitcoins ou des altcoins parce que c'est plus volatile que certaines actions, pourquoi pas. Tant que c'est la période, je peux le comprendre. Maintenant, quand les alt ou les shitcoins baissent, ça baisse parfois de 60, 80, 90%. Donc notez que vos gains potentiels sont à la hauteur de vos pertes potentielles. Donc voilà, on va dire que globalement le marché crypto est toujours soutenu sur ses records historiques et profite d'une périodicité aussi positive. Mais il est dans la même situation que notre CAC, pile poil sous ses plus hauts annuels avant la Fed. La Fed qui devrait parler de contraction à terme, en termes de soutien. Est-ce que ça impactera les cryptos? Nous verrons cela. On va passer aux actions. On va commencer donc avec le trend following. Je remontre une petite fois le tableau. Trend following, breakout, GLB, puis des US. C'est parti. On commence avec Adesso en Allemagne. Donc là, je voulais... Alors, comprenez bien que j'ai pris des exemples qui m'ont été donnés. J'ai pris des valeurs que j'aime bien pour certains exemples. J'ai pris des valeurs qu'on m'a données parce que je voulais les traiter pour pouvoir donner une réponse aux lecteurs qui me l'ont demandé. Après, il y a des valeurs où je ne peux pas faire de magie. Certaines valeurs viennent de prendre 10, 20, 30%. Par exemple, ici, Adesso vient de prendre 30% en l'espace de 2 semaines. Difficile pour moi de trouver un point d'entrée maintenant. Mais ce que je souhaite vous montrer pour la suite, c'est comment rentrer sur ce type de valeur. Quelles sont les règles du trend following pour pouvoir profiter de ce genre de dossier. Comme vous pouvez le voir, par le passé, la valeur fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et puis à un moment, elle va reculer. Elle va faire une correction de sa hausse et elle va revenir sur des zones préalablement travaillées. Il n'est pas toujours facile
de rentrer dans ces corrections, de savoir quand elles sont terminées, d'identifier le point sur lequel elles vont s'arrêter. Donc il n'est pas toujours facile de rentrer sur ce point 1. Par contre, une fois que votre valeur a fait sa correction, qu'elle redémarre dans le sens de sa tendance et qu'elle latéralise, vous pouvez surveiller une éventuelle cassure qui interviendra ici au point 2 et vous permettra de prendre le train en route pour viser les plus hauts, voire une cassure des plus hauts. Si vous n'avez pas pris position sur le point 2, sur la relance de la dynamique haussière, vous pouvez prendre position sur le point 3, le point 3 étant la cassure des plus hauts annuels et potentiellement des plus hauts historiques ici. Et si vous n'êtes pas rentré sur le point 3, vous avez même le point 4 qui est le pullback. Donc point 1, le creux, point 2, la reprise, point 3, la cassure, point 4, le pullback. Les points 2, 3 et 4 sont des points qui sont relativement évidents pour pouvoir rentrer. Si on devait reprendre ce système sur la période actuelle, parce qu'en fait c'est très intéressant, mais vous verrez que certaines valeurs, et on va le voir dans cette émission en plus, certaines valeurs évoluent pratiquement toujours pareil. Elles ont leur rythme, leur façon de faire. Ici, vous avez de la même façon une correction dans une tendance de fond haussière. Difficile de rentrer sur ce point, mais une fois que les cours se sont stabilisés, on suit une éventuelle cassure. Une cassure, il y en a eu une ici au point 2 qui permet de prendre position dans la relance de la dynamique haussière. Vous l'avez loupé, il reste le point 3 étant la cassure des plus hauts annuels et historiques. Et si on part du principe qu'on est dans un bis repetita de la séquence précédente, peut-être qu'on va avoir un point 4, un repli en direction des 195, 196, avant l'éventuelle continuation de la dynamique haussière. Donc quand vous analysez une action, d'une part servez-vous de ces concepts du trend following. Si on ne rentre pas au point bas, on peut rentrer dans la relance ou rentrer dans la cassure. Et puis essayez de voir si des actions ont des façons de faire qui se répètent dans le temps. Ici, c'est quand même grandement le cas. Vous avez ici la hausse, ici la baisse, le point 1, la cassure, la relance, le point 2, la cassure, le point 3, et hop, ça continue. Ici, le point bas, etc. Bon, je ne vais pas passer 150 ans là-dessus, mais voilà comment j'analyse des actions, je prends du recul, j'essaie de voir si elles ont des fonctionnements. Certaines fonctionnent très bien avec MM50, certaines fonctionnent très bien avec MM200, certaines fonctionnent très bien sur les pullbacks, d'autres sur les cassures franches. Et c'est à vous, en ouvrant le graphique, en l'étudiant, de voir quel est son rythme et sa façon de faire. Ensuite, Aperam. Aperam, on prend du recul, on constate quoi? Que c'est une valeur qui est sur ses plus hauts historiques de 2017. Et on constate que les cours végètent ces derniers mois. Donc on note la zone haute, les 51,40. On voit que les cours l'ont dépassé, sont revenus dessous et que là, on bute actuellement. Ensuite, on passe en données journalières. Et là, vous vous rendez compte que la valeur a bien corrigé vers MM200, qu'elle a commencé à redémarrer, mais qu'elle bute sous une zone de prix, les 51, 52, 50. Et vous pouvez constater qu'en ouvrant mon graphique en données hebdomadaires et mensuelles, j'ai compris d'où venait cet échec, cette résistance. Eh bien, c'est tout simplement parce que les 51,50, c'est les plus hauts de 2017. Voilà. Donc sur Aperam, deux façons d'intervenir. Première façon d'intervenir en cas de retour sur support à proximité de MM200, comme elle l'a fait le mois dernier. Ou deuxième possibilité, attendre une cassure franche de la zone des 52,50 pour entrer en position et pour viser de nouveaux records historiques. Pour l'instant, c'est une valeur qui est haussière à moyen terme, qui a fait un redémarrage, mais qui bute sous résistance, et cette résistance, elle était trouvable. Obey. Voilà. Pas grand chose à vous dire de plus que ça. Obey est super propre. Elle obéit. Désolé. Elle obéit à une très belle dynamique. Elle a un canal haussier. À chaque fois qu'elle approche de la borne basse, elle redémarre. Et à chaque fois qu'elle touche la borne haute, elle reflue. Donc on peut acheter sur les bornes basses et quand elle va un peu trop vite, comme elle l'a fait en mars ou comme elle vient de le faire en octobre, on peut peut-être alléger sa position en espérant la reprendre vers le bas du canal.
En tous les cas, il est très appréciable de trouver ce genre d'action. Dassault Aviation. Désolé, on m'avait demandé Dassault Aviation, j'ai fait Dassault Systèmes la semaine dernière. Dassault Aviation, regardons là sur du long terme. Et on voit que sur les 6-7 dernières années, c'est pas très clair. On a des phases haussières, des phases baissières. 2018 à 2020, le marché était porteur dans son ensemble, elle a baissé. Voilà, c'est un dossier un peu accidenté. Donc après, j'essaye de définir des zones. Ça, c'est la zone basse post-Covid qui était pas chère. Ça, c'est la zone haute post-reprise où on n'arrive pas à tenir. Donc en gros, les acheteurs sont ici, les vendeurs sont là. Les vendeurs sont au-dessus de 100 euros, les acheteurs sont vers 85. Donc là, deux possibilités. Soit on tient la zone actuelle des 90 euros et on relance, puisque vous pouvez voir qu'on a testé cette zone à quand même de nombreuses reprises ces derniers mois. Soit on a un petit cran en dessous, un rappel ici à 85-86, qui correspondrait également à un niveau horizontal très travaillé et à la borne haute du range dans lequel on était pendant la période attractive post-Covid. Donc deux zones d'achat hypothétiques. Par contre, ici, on est bien d'accord qu'on joue un range. Vous jouez un range entre 85 et 97, voire 100. Donc vous achetez au plus proche des 85 et vous essayez de viser 100, 105. Mais on n'est pas sur une action en trend following dynamique. D'ailleurs, j'ai créé cette première section trend following, je l'ai mis dedans. Désolé pour cette... En fait, j'ai mis Dassault Aviation dans cette émission parce que je l'avais oublié dans la dernière, mais sinon, elle n'a rien à faire en trend following. C'est du range trading. Ensuite, on passe à Métropole TV. Donc là, on est dans les médias. On se dit, ok, les médias, les chiffres sont bons. Il y a eu un travail M6, TF1 ces derniers mois. Ça peut porter ses fruits à terme. La tendance est haussière. On est au-dessus des mêmes 200. On fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc voilà, c'est un trend following un petit peu lent. C'est des mouvements où on reflue, on monte, on reflue, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Mais globalement, c'est plutôt positif. Et après, on voit bien qu'il y a une zone d'importance ici vers 19,20. Cette zone correspond au plus haut annuel en cours de clôture, au plus haut travaillé en septembre, au plus haut travaillé actuellement. Donc, pour ceux qui l'espèrent sur repli, il y a la possibilité qu'on revienne vers 18 euros. Et par la suite, si on casse les 19,20 euros, on ira chercher les 20 euros et plus, à mon avis. Donc voilà, belle tendance haussière, c'est du trend following, c'est lent, mais c'est pas mal. Et TF1, c'est pareil. Donc là, on est dans un peu de la pseudo-recovery des médias. Je me dis qu'aussi la proximité des élections doit y jouer pour quelque chose. TF1 était bloqué sous 8,70. Si on revient tester ce seuil, c'est un pullback à prendre éventuellement pour les acheteurs. Donc on était dans un range, hop, au-dessus des mêmes 200, on en est sorti par le haut et là on escompte l'éventuel pullback. Ensuite Nexans, ça fait partie des rouleaux compresseurs, un peu comme Schneider, Téléperformance, Sartorius, VGP, IMCD, Esker et toutes les belles actions dont on a parlé au mois de septembre dans la correction. Certaines n'ont pas atteint MM200, d'autres ont touché MM200 pile poil. Ce matin, je mettais un exemple et je mettais Téléperformance sur Twitter et je disais « Waouh, c'est beau, elle est bien repartie, elle est pratiquement sur ses plus hauts. » Et quelqu'un qui me dit « Oui, mais elle n'a pas touché MM200, donc je ne l'ai pas acheté. » Je ne peux pas faire plus pour vous. Début septembre, je vous ai dit qu'il y aurait une correction. Au mois de septembre, j'ai fait 3 émissions spéciales avec les rouleaux compresseurs. J'ai passé 50 valeurs haussières de moyen long terme en revue. J'ai passé du Sartorius, du Téléperformance. Certaines se sont arrêtées avant le support, d'autres sur le support, d'autres sur la MM200. Nexans est allé chercher pile poil la MM200. Esker, on avait vu qu'elle tenait sa zone horizontale, qu'elle ne voulait pas aller un cran au-dessus. Ensuite, parce que certaines n'étaient pas descendues, chercher les points d'achat, j'ai essayé de vous donner des points d'achat sur cassure pour éventuellement rentrer dans la reprise haussière, un peu comme je vous expliquais tout à l'heure sur Odesso. Quand on ne rentre pas dans le point bas, on peut rentrer dans la cassure.
Enfin bref, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'étais un peu blasé. En août et septembre, je vous ai dit attendons pour payer sur repli. En septembre, j'ai fait 4 semaines d'émissions spéciales avec que des valeurs rouleau compresseur, des gros beaux dossiers à acheter sur repli. Les corrections ont eu lieu, les replis ont eu lieu, les reprises ont eu lieu et on est maintenant pratiquement sur tous ces dossiers sur les plus hauts annuels ou historiques. Voilà, si vous n'êtes pas content, moi de toute façon, je ne peux pas faire mieux pour vous. Je donne tout ce que j'ai. Je pense que j'ai donné les bons dossiers, les bons réflexes, le fait d'acheter sur repli, le fait d'acheter les valeurs les plus solides. Après, si vous voulez mieux, eh bien, vous pourrez aller vous acheter un abonnement chez des vendeurs de rêves. Sonae, là pareil, c'est une lecture de l'action que je veux vous proposer ici. Une action qui va marquer un creux, puis le casser, puis faire son repli. Puis de nouveau elle fait un point haut, elle se replie, puis de nouveau elle teste le point, puis elle le casse, et ensuite elle revient le tester. Même chose, on fait un point haut, on consolide, on vient casser le point, et on refait le pullback. Donc vous voyez, à chaque fois il y a un point haut, retest de point haut, la cassure, le pullback. Un point haut, le retest de point haut, la cassure, le pullback. Un point haut, le retest de point haut et la cassure rapide derrière et le pullback. Donc on a bel et bien une façon d'opérer sur ce titre qui se répète dans le temps et qu'on essaiera de mettre à profit par la suite. En tous les cas, très beau dossier, très belle valeur haussière, au-dessus des mêmes 50, très positive au-dessus des 0,90. Et on finit la rubrique Trend Following avec Visiative. Alors je suis pas très à l'aise sur ce titre parce que très erratique quand on regarde les derniers mois. Pas vraiment en Trend Following fort, dirons-nous. On peut parler d'un peu de Trend Following sur les derniers mois puisqu'on est repassé au-dessus des mêmes 200. Mais quand même, voilà, ce grand range ici entre 13 et 30. Alors le point positif, malgré ce manque de dynamisme, c'est la sortie récente d'un range par le haut, la MM200 qui devient haussière, les plus bas et les plus hauts de plus en plus haut, donc la définition même d'une tendance haussière. Donc si vous êtes dedans, c'est bien. Si vous n'êtes pas dedans, un point d'achat sur repli éventuel, ce sera un retour vers 25 €. Quant à votre prochain objectif, si vous êtes à l'achat, la zone dure, vraiment dure pour les mois à venir, c'est les 29 €. Si on casse les 29 € et qu'on sort de ce range par le haut, c'est très positif. Mais sinon, ça me semble un bel objectif en soi pour ce qui est de la fin d'année. Ensuite, on va passer à la rubrique Breakout à surveiller. Ici, vous avez Altri SGPS, donc on regarde le long terme, quand même une belle dynamique haussière sur les dernières années, mais quand même sur les 2 dernières années, c'est très erratique. On vivote autour de ce point des 5,70 et nous y voilà. On est dans une consolidation à plat depuis plusieurs semaines. On bute sous cette zone de prix. On est sur MM200, sur une zone horizontale d'importance. Donc là, on a un seuil à passer pour que les acheteurs prennent la main. Si ça passe, c'est bien. Sinon, il vaut mieux patienter. Autre breakout à surveiller, Guillemot. Guillemot a fait un parcours sensationnel en 2020, début 2021 comme beaucoup de small cap qui avaient cartonné en 2020, un petit peu comme McPhee, Mediantech et d'autres. Eh bien, elle a cartonné début 2021, puis elle s'est fait cartonner les 6 mois qui ont suivi. Et là, ça y est, c'est peut-être le renouveau, peut-être le redémarrage du trend following de Guillemot. On était dans un range, on a tenu le bas du range, point positif. On a taquiné la borne haute de ce biseau baissier ou triangle il y a un mois, mais ça n'est pas passé. Et là, on est en train d'y retourner avec gap haussier plus retour des volumes. On est en train de repasser au-dessus des mêmes 200. On a tenu une zone horizontale, on a un gap d'éjection, du volume, un retour au-dessus des mêmes 200. Donc on a plein d'ingrédients positifs. Maintenant, il faut casser les 13,50, 13,60. Si on casse ça, l'objectif théorique, progressivement, c'est de retourner vers les 16, voire les 18 €.
Donc beau dossier. Ensuite, on va à Amsterdam, on peut regarder Hegemans. Ça ressemble un petit peu. Parcours 2020 très bon, 2021 ça a été bon en début d'année, puis des mois de consolidation, et là même chose, on tente de s'extraire d'un range par le haut. Il faut casser les 12,60 dirons-nous en cours de clôture avec volume, et rapidement surtout aussi retourner au-dessus de cette MM200, au-dessus des 12,80, 13 euros. Voilà. Si on arrive à repasser au-dessus des MM200 et à repasser ici cette zone des 13 euros, 13,10 euros, il y aura relance de la dynamique haussière du trend following en direction des plus hauts annuels. Et on finit par un dossier que j'ai jamais apprécié historiquement, Technicolor. Voilà, 6 ans de baisse, de perte et fracas pour ses actionnaires. Simplement, un lecteur me l'a demandé. Alors, post-Covid, un peu comme beaucoup de valeurs, elle s'est reprise dans ce canal haussier. Elle a cassé ce canal par le bas, mais pas à la manière d'un jouet cassé qui repartirait très fortement à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que MM200 se retourne et fait soutien. Donc on a un soutien ici et on la travaille ici depuis 2-3 séances. Donc là, c'est le qui tout double. Tendance baissière de très long terme, neutralité court terme, posée sur MM200. Donc c'est là que tout se joue. Si on sort par le bas de ce petit triangle, c'est que Technicolor était une daube et le reste. Si on sort par le haut avec volume, c'est peut-être qu'on est progressivement dans un changement d'état d'esprit sur ce dossier, nous verrons bien. On va passer au GLB et on va voir Boa Concept en France. Comme d'habitude, vous ne connaissez pas ces entreprises, ces nouvelles valeurs, vous allez sur le site de Zone Bourse, vous tapez le nom de la valeur, vous avez la fiche valeur. Vous voyez que la société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de convoyeurs modulaires intelligents pour les entrepôts. Vous avez quelques données estimées, vous avez les news. C'est une petite valeur, donc il n'y a pas énormément d'infos, mais il y a quand même aussi les liens vers la dernière publication semestrielle. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez en apprendre un peu plus sur ces dossiers qui viennent de ce côté en bourse, vous avez Zone Bourse. Boa Concept, donc, qui est un très bel exemple de GLB. Qu'est-ce qu'une GLB? C'est une valeur qui va à ce côté en bourse s'introduire comme ici. Son cours d'introduction correspond à son plus haut historique. Elle va baisser pendant un certain temps et puis un jour il y a un regain d'intérêt suffisant. Parfois c'est 3 mois après l'intro, parfois c'est 3 ans, parfois c'est 10 ans après l'intro. Le concept de la GLB, c'est une action qui casse son plus haut historique correspondant à sa zone d'introduction. Et donc, fin septembre, début octobre, sur Boa Concept, on a inscrit de nouveaux records historiques au-dessus des 19-20 euros. Et on a peut-être démarré ce que pourrait être un trend following et une tendance haussière de moyen long terme. Pour ceux qui en ont, bravo, bien vu. Une des rares introductions françaises à être passée au-dessus de son intro, à être positive. Pour ceux qui seraient intéressés par ce dossier, la zone de la GLB, c'est la zone 19-20 euros. Donc si on veut acheter en cas de repli sur cette cassure, la zone des 19-20 euros est la zone à surveiller. Autre GLB récente, à Lisbonne cette fois, Greenvolt, magnifique, on dirait une valeur US. On s'introduit, on fait un plus haut à 5,30 €, on cote quelques semaines, on casse le plus haut avec volume et on rentre une fois la GLB réalisée dans du trend following avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Ici on a un plus haut qui est marqué à 5,70 et on va faire un pullback sur cette zone de prix. Donc on a une cassure, un repli qui permet d'acheter, ou bien un redémarrage qui permet d'acheter, ou bien une nouvelle cassure qui permet d'acheter, et ainsi de suite. Tant qu'on reste au-dessus des 6,80, ici c'est très positif. Si on passe un cran en dessous, les 6,20 sont une possibilité. Elle vient de commencer à coter en bourse, on voit que la MM50 vient de naître, c'est de la petite valeur. Donc voilà, je dirais une zone de soutien autour des 6,70 et une deuxième zone de soutien autour des 6,30 pour ceux qui voudraient acheter sur repli cette valeur qui est dans une belle dynamique haussière qui est bien recherchée depuis son introduction boursière. On dirait une valeur américaine. Et puis XFAB, alors j'aurais pu la mettre dans les breakouts parce qu'elle est dans un range dont on
peut surveiller la cassure, qui est d'ailleurs en cours. Mais j'ai voulu la classer dans GLB parce que quand on regarde XFAB à long terme, elle s'est cotée en 2017, elle a fait un plus haut à 11 € en 2018, ensuite baisse, puis la recovery post-Covid, la dynamique haussière, et là on est dans du trend following depuis plusieurs mois, avec la théorie du phénix, sortie d'orange, les cours montent, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, la MM200 qui arrive en soutien, on prend appui sur MM200 pour repartir à la hausse. Donc ici vous aviez un point d'entrée sur MM200, un deuxième point d'entrée sur la cassure haussière de MM50, un troisième point est en cours, c'est la cassure des plus hauts annuels en direction éventuellement de la GLB qui se trouve à 11 €. Donc une belle valeur bien soutenue qui potentiellement se dirige vers une GLB de moyen long terme. Voilà, ça fait 50 minutes d'émission. On va passer dans la rubrique États-Unis. Je remontre la rubrique États-Unis. Dans la première rubrique, il y a des actions qui sont en trend following. Il y a des actions qui sont baissières et qui me plaisent moyennement. Il y a des actions qui sont sous des résistances que je vous invite à surveiller. Il y a des actions qui sont dans des ranges dont il faudra également surveiller la sortie. Et dans les super following, c'est les actions les plus rapides. Je ne vais pas pouvoir regarder chaque action, chaque fiche valeur, vous dire ce qu'elle fait, vous montrer ses résultats. Ça, je m'attends à ce que ce soit votre partie du job. Je remercie les différents membres, lecteurs, fans des valeurs américaines de m'avoir donné leur liste. J'ai pioché dedans, j'espère que ça vous plaira. En France, il n'y a pas énormément de gens qui tradent sur les valeurs américaines parce que vous pouvez le faire qu'avec un compte titre. Du coup, en le faisant avec un compte titre, eh bien, vous allez payer des impôts sur les plus-values que vous ne payeriez pas si vous étiez sur un PEA. Simplement, dans le cas numéro 1, vous tradez la France, vous placez 100, vous gagnez 100, vous payez 30 d'impôts, il vous reste 70. Ok. Dans le cadre des États-Unis, vous placez 100, vous gagnez 200 pratiquement. Et sur ces 200, si vous payez 30%, il vous reste quand même 120, 130 de gains. Donc plus que sur les actions françaises. Tout ça pour dire que souvent, on est français, on ne traite pas les États-Unis parce qu'il n'y a pas l'avantage fiscal, sauf qu'on pourrait gagner plus avec la performance, avec la croissance forte des valeurs américaines, impôts compris, que sur les valeurs françaises. Mais je peux comprendre qu'en tant que Français, on trade la France, on trade avec un PEA, c'est pratique, c'est des valeurs où on a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de suivi, beaucoup plus d'articles. Et je comprends les deux côtés. Je comprends les personnes qui font du trend following sur les valeurs françaises et européennes sur un PEA, comme je comprends ceux qui font du trend following en compte titre sur les valeurs américaines. Pour moi, il n'y a pas l'un ou l'autre, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Je félicite tous ceux qui font du trend following sur les actions américaines. C'est pas ma spécialité. Je peux pas connaître toutes les valeurs françaises et européennes et américaines. Donc il y a certaines valeurs là que je ne connaissais même pas. Mais je trouve très intéressant de montrer aux traders des actions françaises et européennes à quoi ressemblent des actions en trend following, en super following aux États-Unis. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de nos valeurs préférées françaises, type Téléperformance, Sartorius, ou des valeurs internationales comme Adyen, ou autres valeurs qui sont des rouleaux compresseurs aussi magnifiques en trend following, spécialité sur laquelle je n'arrête pas d'insister depuis des années, en espérant que ça rentre. Allez, on se lance. Activision. Là, on commence par quelque chose qui me plaît pas. Voilà, si on va aux États-Unis, c'est pas pour se retrouver là-dessus. Alors oui, elle est super haussière à très long terme, mais sur ces derniers mois, il se passe plus rien, il se passe plus grand-chose. Voilà. Donc Activision à court terme est au mieux neutre, voilà, et on va dire neutre sur l'année écoulée. Et il va falloir surveiller la naissance d'une tendance haussière
C'est-à-dire des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. Donc il faut casser la zone des 83 dollars pour aller chercher ensuite les 87-88 dollars et se retrouver de nouveau sous la MM200 et reprendre la MM200 pour relancer en trend following. Donc beaucoup d'efforts à faire. Si je vais aux États-Unis, c'est pour aller sur des valeurs super haussières. Donc celle-là, j'aurais tendance à moins la plébisciter, sauf signal fort, sauf cassure haussière forte. Affirm Holding, donc là on est sur une GLB en cours. La société s'est cotée début 2021, elle a fait un plus haut dans les premières semaines à 147 dollars et les 147 dollars, elle les a atteints il y a 10 jours, 15 jours. Donc on est sur un travail de GLB. Qu'est-ce que j'appelle un travail de GLB? Eh ben, c'est un peu ce qui s'est passé sur Roche-Beaubois en début d'année, avril, mai, juin. C'est-à-dire qu'on est venu chercher la GLB, on l'a tapée, puis on l'a passée, puis on l'a travaillée avant de s'en écarter. Et bien là, ça me donne un peu cette impression-là. On est allé très vite de 50 à 150. Les moyennes mobiles sont en train de se retourner. Il y a une dynamique forte. Mais ça n'empêche qu'on pourrait travailler la zone de la GLB avant de s'en détacher. Donc de ce fait, j'ai mis un rond ici entre 130 et 145 dollars pour laisser entendre qu'elle pouvait très bien faire des trous d'air et travailler cette GLB avant de la valider. Et pour la valider, il faut casser les plus hauts des dernières séances où on a une résistance qui est en train de naître autour des 166 dollars. Si on arrive à s'en défaire, c'est qu'on n'est plus dans du test de GLB, qu'on valide la GLB, qu'on démarre. Tant qu'on reste dessous, ça peut travailler la zone. Et donc pour ceux qui aimeraient acheter sur repli, revoir 130 ou 135 ne m'apparaît pas inconcevable. C'est dingue à quel point je prends des pincettes. Astra Space, là on est dans du spécialiste de tout ce qui est satellite, fusée et autres. Il y a une autre valeur qui m'avait été donnée par ce lecteur, mais je ne l'ai pas prise. Ici, on surveille de la cassure, en fait, de la cassure, du volume, de la tendance. En termes de tendance, vous voyez bien qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, donc on n'est pas dans une dynamique haussière. On est dans du trading, si et seulement si il y a une zone de résistance qui casse. La zone de résistance, elle est entre 10 dollars et 10,50 dollars. On est en train d'y faire face. Et donc, si et seulement si il y a une rupture des 10,50 dollars dans les jours ou semaines ou mois qui viennent sur Astra Space, on pourra parler de signal haussier. Pour le moment, ce n'est pas encore fait. Broadcom. Alors elle est intéressante parce qu'elle a fait une latéralisation haussière de plusieurs mois et elle est en train de s'en défaire. Donc on est sur une valeur haussière de très long terme qui est montée très fortement jusqu'au début d'année. Ensuite, elle nous a fait plusieurs mois de latéralisation, puis elle a commencé à essayer de s'en sortir, puis elle est revenue en septembre comme pas mal de valeurs vers MM200 avant de confirmer la cassure. Donc là voilà, on a des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, on a des cours qui réagissent positivement ces derniers mois quand on s'approche de MM200, donc à moyen long terme dans le cadre d'un investissement, tant qu'on est au-dessus des MM200 et des 480 dollars, on est haussier et en position. Si on souhaite prendre un achat sur repli, il y a la zone des 490 et la zone des 510 dollars qui pourraient faire office de point d'entrée pour mettre à profit la dynamique haussière de moyen long terme. Charter Communication. Beau dossier quand on regarde comme ça sur le long terme. Ça monte depuis 10 ans, c'est superbe. Après, elle a une relation parfois erratique avec sa MM200. Vous pouvez voir que ici elle passe au-dessus, en dessous, ici au-dessus, en dessous. Ici elle l'a travaillé post-Covid et là on est en train de la casser. Alors c'est ça que j'aime pas. Le marché explose depuis 2 mois et elle fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Deuxième facteur que j'aime pas, c'est les pics de volume baissier. Troisième facteur que j'aime pas, c'est la cassure de MM200. Donc on aimerait au minimum sur cette valeur un retour rapide des cours au-dessus des 700 dollars pour maintenir la dynamique haussière positive au-dessus des MM200 et le trend following de moyen long terme. Pour le moment, c'est un peu cassouillé.
Ensuite, CrowdStrike Holding au Nasdaq. Là, on est sur une très belle valeur de trend following, de moyen long terme, au-dessus des mêmes 200. Vous pouvez voir que parfois elle passe sous MM50, elle la reprend et que donc MM50 ici n'est pas forcément pertinente. Ce que j'ai trouvé très intéressant encore une fois ici, c'est une répétition. Comme vous avez pu le voir sur les valeurs françaises et européennes, je cherche des répétitions, des façons de faire. Ce que je trouve très intéressant avec elle, c'est que elle fait un point bas, puis elle refait un point bas un peu plus haut que le précédent avant de redémarrer. Même chose ici, un point bas, puis un point bas plus haut que le précédent avant de redémarrer. Même chose là, un point bas, puis un plus bas de nouveau à proximité de ce seuil-là. Elle aime bien doublement tester ses appuis. Voilà. Donc on sait que au cas où il y avait un triple test, un triple essai, la zone des 240-245 dollars est une zone d'achat hypothétique au-dessus de cette oblique passant par les plus bas récents, partant du principe qu'on veut que les plus bas restent plus hauts que les précédents et au-dessus de la MM 200 jours. Un tel repli serait une opportunité de rentrer. Sinon, la cassure du plus haut en trend following est bien évidemment un signal d'achat supplémentaire. D-Local Ltd, on est au Nasdaq, on est sur de la valeur fraîchement introduite, on a fait un plus haut à la cotation à 38,75 $, puis on a enchaîné direct avec une GLB. La valeur est donc rentrée en trend following, elle est passée peut-être rapidement de 31 à 70 et consolide depuis plusieurs semaines. Plusieurs faits intéressants sur cette consolidation. Cette baisse graduelle des prix a permis d'aller combler un gap. Ici, on avait laissé un gap béant. On est venu le combler avec cette consolidation. Deuxième fait positif sur cette consolidation, elle se fait dans un canal baissier à faible pente. C'est pas violent. Troisième point positif, on a testé la borne basse. Quatrième point positif, cette borne basse se confond avec une zone horizontale qu'on a travaillée il y a quelques mois. Donc peut-être que D-Local, qui depuis son intro reste quand même bien orienté, a été un peu haut, un peu vite, a consolidé, est revenu tester une zone de solidité. Et pour moi, tant qu'elle est au-dessus ici des 47 $, c'est haussier et ça peut tenter de redémarrer. Alors bien évidemment, pour parler de signaux forts, on parlerait de la sortie de ce canal baissier, de la cassure des 55-56 $ qui correspond à la zone de gap qu'on a laissé ouvert ici récemment. Donc voilà, une consolidation graduelle pour revenir sur une zone de prix d'importance qui a permis de combler un gap. Et donc voilà, certains achètent sur support parce qu'ils connaissent le dossier, ils aiment les fondamentaux et notent la zone de prix. D'autres qui veulent de la dynamique attendront par exemple la cassure des dernières séances pour rentrer sur un signal court terme. Et pour encore renforcer, on attend un signal pertinent de moyen terme, c'est-à-dire la sortie par le haut du canal baissier de consolidation en place depuis plusieurs semaines. Ensuite, Docebo au Nasdaq. Voilà, un graphique simple, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, une oblique haussière qui passe par tous les plus bas. Tant qu'on tient cette oblique haussière sur une pente rapide, tout va bien. On a fait un marteau vendredi, ça a tenu lundi. Il faut rester au-dessus des 73-74 $ pour continuer la hausse en direction des plus hauts annuels. A contrario, scénario B, on est toujours dans un processus de consolidation et on revient chercher la zone de GLB. En effet, après les premiers jours de cotation, elle est venue faire un plus haut à 68 $, donc la GLB se trouve à 68 $. Et vous voyez que la GLB, on est revenu tester une fois ici, une deuxième fois ici, au cas où on pourrait y revenir une troisième fois. Voilà. Donc la zone des 68 $, c'est la ligne dans le sable au-dessus de laquelle il faut rester à moyen long terme. Ensuite, Etsy au Nasdaq, super bullish. Là, on est sur une valeur qui pendant des années n'a pas fait grand-chose et qui, post-Covid, s'est mis à exploser. On passe de 60 à 240, donc quadruplement des cours. Au mois de mai, on a eu un accident baissier, mais les acheteurs se sont présentés.
Elle n'est pas forcément facile parce qu'elle aime faire des trous sous MM200. Vous voyez ici, elle était sous MM200, elle repart, retrou sous MM200, elle repart, retrou sous MM200. Quand vous vous trouvez sur ce type de configuration où MM200 n'est pas pertinente, vous pouvez configurer MM200 en mettant par exemple MM240 ou MM250. Et en mettant MM250, vous voyez que ça colle bien au cours. MM240 colle encore mieux. Et même avec une 230, on est approximativement sur zone. Donc quand vous avez une valeur comme ça qui a pour habitude de passer un petit cran en dessous des MM200, bah, titillez votre MM200, changez-la, mettez-la en 220, 230 ou 240 jusqu'à ce que vous ayez un pivot dynamique clair. Donc ici, on est pile poil sous les plus hauts annuels et historiques. Comme sur n'importe quelle valeur, une cassure des plus hauts annuels et historiques à 256 $ serait un signal d'achat supplémentaire. Et pour ceux qui espèrent pouvoir rentrer sur repli, vous avez ici une grosse zone qui a été travaillée à 230 $. Donc option 1, on se replie vers 230 $, 225, 230, c'est une zone d'achat sur repli. Option 2, on casse les plus hauts annuels et historiques et c'est une opportunité de rentrer également. Tout repli ou toute cassure haussière sur une valeur en trend following est une opportunité d'achat. General Electric. Voilà, je vous fais pas un dessin, c'est neutre dans un range, ça m'avait été demandé par un lecteur, on est au-dessus des MM200, c'est attentiste, il y a une zone de résistance à surveiller. Voilà, je pense qu'on peut faire quand même bien mieux que ça quand on va aux États-Unis. Manit au Nasdaq, là on n'est plus sur de trend following, on est sur de la valeur explosive. On a eu explosion des cours fin d'année dernière, on est dans une consolidation longue et pénible. On a un triangle ici bien délimité avec risque théorique, statistique de sortir par le bas. Donc si on veut acheter, on attendra la sortie du range en cours par le haut. On est dans un range entre 25 et 33 $. Si on casse les 33 $, on casse l'oblique baissière, on casse un range par le haut et on relance hypothétiquement la dynamique insufflée fin d'année dernière. Donc surveillons les 32-33 $. Pour un signal fort. Pour l'instant, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Monday.com au Nasdaq, ça a été introduit il n'y a pas très longtemps. On peut voir les premiers jours de cotation. On peut voir la GLB par la suite, le 13 août. On rentre donc sur une valeur en trend following. On peut voir la naissance de la MM50 qui pour l'instant est un parfait pivot qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc tant qu'on est au-dessus des MM50, c'est haussier, on est susceptible de retourner vers les plus hauts. Si on casse la MM50, on pourrait revenir sur la borne basse du range dans lequel on est là depuis 2-3 mois, c'est-à-dire les 318. Si cassure des 318, ça craint parce qu'il y a 15% entre ce seuil et le suivant qui serait le retour vers l'hypothétique GLB. Mais si on veut que ce soit du trend following, le mieux ce serait de rester au-dessus des MM50 et de repartir, ou au pire le test du bas du range avant de repartir. Ensuite, Ulta Beauty. Ça me plaît moins. Oui, c'est haussier sur 10 ans. Oui, c'était encore haussier sur les dernières semaines, mais ça là, ça j'aime pas. Double excès. Ouverture haussière forte ici, elle a été vendue, on est retombé. Puis on retourne tester les plus hauts et là, boum, gap baissier, gros chandelier baissier avec des volumes énormes. Donc ça perd de sa superbe. Et pour une action qui s'appelle Ulta Beauty, ça veut dire faites gaffe. Voilà. Elle est en train de revenir en fait sur une zone de prix d'importance, ici, la zone des 342-350, c'est les anciens plus hauts. Voilà, peut-être qu'on va graduellement revenir tester cette zone de prix et la MM200. Si réaction positive il y a sur cette zone de prix MM200, ça peut relancer la dynamique. Si on casse MM200, ça craint. Donc plus de pincettes déjà sur celle-ci que sur d'autres à cause de l'action des prix de ces dernières semaines. Et puis on passe au super following, ça fait déjà 1h10 que je fais cette émission, donc désolé si je vais peut-être un peu vite. Mais voilà, ça c'est de la bourse à l'américaine, une valeur qui s'introduit en 2020, qui fait un plus haut en 2021, puis on casse ce plus haut, donc c'est un premier signal fort.
puis on latéralise et on sort par le haut avec des volumes, c'est un autre signal fort, et là on est désormais dans du trend following, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, avec des cours qui s'approchent de MM50 sans jamais la toucher, donc c'est typiquement le genre de valeur sur lequel on va plutôt aller tester une moyenne mobile plus rapide, donc une moyenne mobile à 38 ou à 35 peut-être, et on se rend compte que si on prend une moyenne mobile à 35, les cours vont déjà plus s'approcher. La MM30 me semble même pouvoir suffire. Donc vous voyez, hausse, contact avec MM30, hausse, recontact avec MM30. Donc là, parce qu'on a étudié la façon de faire de ce titre sur les derniers mois, une entrée parfaite serait un éventuel repli vers MM30 avant une continuation de la hausse. Et bien évidemment, il faut des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts pour que le trend following perdure. Donc il faut rester maintenant au-dessus de cette MM50. A contrario, on rentrera dans un processus de consolidation. Celsius Holding, pareil, méga trend following, super following, des plus bas de plus en plus haut. On ne va même pas vers MM200. Chaque cassure est un signal fort. Vous voyez, donc on avait un plus haut annuel ici, on vient le casser, c'est un signal fort. Ici, ce qui est un peu moins évident, c'est qu'elle nous fait pas mal de mèches. Elle essaye de passer, mais ça n'y arrive pas. Elle patine un petit peu. Une zone d'achat hypothétique, c'est un retour sur les 90 $. Et en théorie, tout nouveau plus haut ici, au-dessus des 105 $, est un signal d'entrée pour continuer de jouer la tendance haussière. Après, ça manque un peu de dynamisme, mais j'aime moins les mèches. Donc je préférerais rentrer sur repli sur cette très belle valeur. Crocs, alors ça c'est un ovni. Donc Crocs qui explose tout depuis le Covid. Là, c'est intéressant de regarder ce titre parce qu'il nous a fait ce qu'on appelle des runaway gaps. Un runaway gap, c'est un gap d'accélération qu'on ne vient jamais combler. Il y en a peu en Europe, mais il y en a des puissants aux États-Unis. On a un gap avec un gros pic de volume et puis derrière, les cours continuent de monter. Et ce que je trouve très très propre ici, regardez, c'est ce deuxième gap là, donc un runaway gap, c'est gap haussier, les cours montent et on revient tester la zone de gap, mais on ne rentre pas à l'intérieur de la zone de gap. On s'arrête pile poil sur les mèches basses et on redémarre. Ça là, ce test de runaway gap, c'est super beau. Alors c'est comme les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Ça c'est le point 1, on ne rentre pas forcément au point bas. Par contre, ensuite, on monte vers MM50, on bute dessus, puis on la passe en force. Donc là, on a une reprise au-dessus des MM50, c'est le point 2. Ensuite, on a une cassure des 160. Ensuite, la cassure des plus hauts annuels et historiques à 163. Donc, des points d'achat, vous avez le point d'achat sur le gap, vous avez le point d'achat sur reprise, puis le point d'achat sur cassure haussière. Alors, bien évidemment, celui sur cassure haussière vous met moins à l'aise que les autres, puisque le stop est plus large et que votre entrée est plus tardive. Mais c'est parce que vous rentrez sur des valeurs magnifiques que vous avez plus confiance que sur d'autres, puisque ces valeurs baissent moins que les autres et quand elles montent plus vite que les autres. Entegris au Nasdaq, superbe, avec une certaine régularité, vous en conviendrez. Hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso. C'est un peu du équinoxe à l'américaine. Équinoxe, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est ça. Hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso. Et donc, c'est intéressant de rentrer dans les consos. Même conclusion ici sur Entegris. Dès qu'il y a conso, c'est intéressant. Les consos se font toujours plus hautes que les précédentes avec une certaine régularité. Donc, on peut partir du principe que, voilà, la prochaine conso, si elle se faisait à 128, 130, serait une opportunité. En plus, c'est les anciens plus hauts. En plus, on a MM200 qui va arriver progressivement en soutien. Donc là, on a une zone dure. On a une zone dure ici autour de 125, 128 pour rentrer sur un éventuel repli. Vous allez me dire, bah oui, mais là, ça part tout droit. Certes, comme elle l'a déjà fait par le passé, mais à chaque fois qu'elle est partie tout droit, elle est revenue par la suite sur ses pas. Donc espérons qu'elle le fasse une nouvelle fois. Il y a des fois où la mimique d'une valeur va se répéter et vous permettra de rentrer, d'autres fois où elle ne le fera pas et vous ne rentrerez pas, mais
une opportunité manquée n'est pas une perte non plus. Alors, Global E Online, ça c'est super puissant. Si je dis pas de bêtises, c'est une société israélienne qui a été introduite il y a quelques mois maintenant. Alors elle, il n'y a même pas de GLB. La GLB, c'est le jour même. Elle est introduite, le lendemain elle monte, le surlendemain elle monte. Direct, les mecs sont passés à l'achat, ça cote 25 à l'intro, ils l'envoient à 75, on fait x3. Donc ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que le marché est chaud bouillant sur cette valeur. Après, il est peut-être allé un peu ou un peu vite, d'où la latéralisation des prix. Donc là, phénomène intéressant, on est sur une zone dure qu'on a déjà travaillé par le passé, qui a été réactive il y a 2 semaines et qui semble réactive cette semaine. Certains rentreront sur cette zone horizontale. D'autres vont attendre que de cette zone horizontale naisse une dynamique haussière. Donc on attendra que le plus haut récent à 69 $ soit cassé pour parler de relance de la dynamique de fond et de signal d'achat dans le sens du trend following. Avec comme objectif, bien évidemment, de viser les plus hauts, voire de nouveaux plus hauts. Donc zone d'achat 1, la zone horizontale, zone d'achat 2 en cas de cassure du plus haut récent. Ensuite, ça c'est in mode et c'est sublime. C'est une des plus belles choses qu'on puisse voir en trend following. C'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut à vitesse rapide sur une valeur liquide qui en plus a une relation avec sa MM50 pratiquement parfaite. Je dis pratiquement parce qu'en mai 2021 on est passé dessous avant de repasser au-dessus. Donc en gros vous avez eu un échec ici. Sinon on a eu test de MM50 et redémarrage, 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 redémarrage et encore un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tests très propres ou un peu moins parce que dans la hausse quand ça s'accélère en fait les replis se font moindres et s'arrêtent avant les supports dynamiques. Mais voilà, ce qui est intéressant c'est propreté graphique de l'action, sa dynamique, le tout dans des beaux volumes. Elle vient de casser son plus haut annuel et historique, c'est encore un signal d'achat. Et donc là, si on veut l'acheter sur éventuel repli, il faut espérer qu'elle revienne sous les 90 $. Mais ça, c'est une fusée, parce qu'en plus, vous voyez que plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte. Donc en fait, son rythme de progression accélère. Alors il y a bien un moment où ça s'arrête, on le verra, avec une action des prix, avec un chandelier significatif, un pic de volume et des prix qui refluent par la suite. Mais en attendant, c'est l'exemple même du super following. Rapid 7, c'est beau, c'est haussier, c'est à long terme haussier, belle relation avec MM200 qui a bloqué ici puis qui est passé, qui a été retesté ici en mai 2021, des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, c'est assez construit. Maintenant, vous pouvez voir aussi qu'elle a des périodes de latéralisation qui peuvent durer un certain temps. Est-ce qu'on est ici de nouveau dans une période de latéralisation? Le fait qu'on soit dans un canal haussier, mais qu'on essaye de s'échapper au-dessus de la borne haute, mais que ça n'ait pas fonctionné une fois, 2 fois, 3 fois, j'attends de voir. Voilà. Si la 3e fois, on est hors canal et qu'on arrive quand même à casser les 130, 131 et à continuer de s'apprécier, c'est super puissant et dans ces cas-là, c'est un signal d'achat éventuel supplémentaire. Sinon, ce sont des tentatives infructueuses au-dessus du canal avant sa réintégration, auquel cas on pourra en acheter après correction à l'intérieur du canal, peut-être sur un retour vers les 115 $ et vers la médiane du canal. Pourquoi je vous dis la médiane? Parce qu'elle a bien fonctionné ici, elle a bien fonctionné là, et là, et là, et là, et là, et là. Donc la médiane est super pertinente. Toujours étudier vous voyez que le travail que j'ai fait pour cette émission, c'est d'essayer de trouver des ressemblances, des moyennes mobiles, des structures qui peuvent s'appliquer sur une valeur et qui se répètent dans le temps. Ensuite, Salesforce.
Ça aidera peut-être en fait les fans de valeurs américaines qui les trouvent grâce à l'étude des dossiers fondamentaux à ensuite optimiser leur performance. Si vous avez réussi grâce à des screeners fondamentaux à trouver toutes les valeurs de super following dont on est en train de parler, voilà, moi j'essaie juste de vous donner des indications de trend following pour pouvoir optimiser vos achats, vos renforts et vous laisser porter, mais bravo à vous pour les avoir trouvés. Salesforce, on est dans du super following, méga super following, ultra haussière depuis 20 ans. Elle était allée très haut très vite post-Covid, donc elle a mis du temps à consolider. On dirait un gros rounding bottom, une grosse soucoupe. Et là, on vient de casser les plus hauts annuels historiques. Donc on vient de donner un signal fort puisqu'on sort d'une latéralisation qui a duré pendant un an. Donc tout repli, retour vers les 290 $, soit vers le niveau qu'on vient de casser et d'obtenir, est une opportunité d'acheter Salesforce sur repli dans le cadre de sa tendance haussière de moyen long terme. Ensuite, Tirowe Price Group. Bah là voilà, vous voyez une valeur qui va tenir au-dessus des MM50, tenir. On casse MM50, signal de sortie des court-termistes, on va chercher MM200, point d'entrée pour les moyens long-termistes. C'est réglé comme du papier à musique. La valeur est superbement haussière, elle casse MM50, les court-termistes sortent, on revient vers MM200, il y a une réaction positive, et les courts et les moyens long-termistes trend follower re-rentrent et ça relance. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la propreté avec laquelle elle a encore une fois travaillé MM200. Ce qui est intéressant également, c'est la rapidité avec laquelle elle est en train de retourner vers ses plus hauts historiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est sa réaction de jeudi dernier, où elle ouvre en baisse et clôture au plus haut. Donc on se dit que la zone qu'elle vient d'acquérir autour de 208-209 $, est une zone soutien. Donc deux possibilités d'entrée, un sur repli vers cette fameuse zone, ou deux sur cassure des plus hauts historiques. Et on finira avec Upstart Holding, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est très suivi par pas mal d'influenceurs aux États-Unis. On retrouve ici le Runaway Gap. Donc la valeur est introduite en bourse, elle monte un jour, il y a un gap haussier avec des volumes extraordinaires, ça la booste. Puis elle revient tester la borne haute de ce gap qu'elle va tenir avec de nouveau des volumes exceptionnels. Puis elle redémarre, ça c'est un point d'achat. Le redémarrage ici. On va faire des nouveaux plus hauts, puis on latéralise et on redémarre. Ici, pareil. Gap haussier, volume historique, cassure des plus hauts annuels et historiques. Ici, à 182, donc nouveau point d'achat. Et ensuite, on rentre dans du trend following, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, avec une vitesse intéressante. On peut voir qu'on peut relier les points bas. On peut voir que la MM50 arrive en soutien. Donc, on est dans une valeur trend following haussière, très recherchée. Tant qu'on reste au-dessus des 310 $, le précédent creux, l'oblique haussière et MM50, tout va bien. On peut se laisser porter. Si on casse cette zone de prix violemment, c'est qu'on peut revenir sur des supports à 260 ou à 190. D'ailleurs, la bourse américaine vient d'ouvrir, on ouvre en hausse, tout va bien pour le moment. Donc sur Upstart, j'aurais tendance à dire que les acheteurs peuvent remonter leur stop sous les 305-310. Si on va chercher les plus hauts, voire des nouveaux records, super. Si on casse cette zone de prix horizontale, oblique, plus MM50, il faut savoir couper pour reprendre potentiellement plus bas. Voilà, 1h23 d'émission, ça faisait longtemps que j'avais pas fait aussi long, j'espère que ce n'était pas trop long, j'ai essayé de revenir sur pas mal d'enseignements, de lecture graphique, de comparaison, de trend following, de concepts, etc. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon trading, un bon investissement, une bonne analyse de vos graphiques. Merci à tous ceux qui m'avaient proposé des valeurs américaines, j'espère que j'ai fait le job. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur les médias et la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.